Bien, rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Nous allons débuter notre cinquième et dernier panel de la journée. Un panel qui est consacré à la question des synergies entre la recherche de défense et la recherche civile. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous présenter nos intervenants qui nous feront une communication de 15-20 minutes maximum. À ma gauche, Bertrand de Cordoue, représentant d'Airbus Defence and Space à Bruxelles. Then we are going to switch from French to English avec Monsieur Michalis Kitsilidis, Senior Expert at the European Commission in charge of the strategy on synergies between the civil and military actors. Thank you, gentlemen, for being with us. Let's start with Monsieur de Cordoue. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité à ces entretiens. Je crois que c'est les 4e du genre, donc ça veut dire qu'on est au début d'une success story à répétition. J'avais participé à, je crois, l'épisode inaugural il y a quelques années, et je suis content de voir que ce cercle de réflexion avec des gens éminents a survécu au Covid. Quand on m'a proposé de participer à ce panel, j'avoue que j'ai commencé par me demander pourquoi on rajoutait une 5e table ronde pour les synergies entre la recherche civile et la recherche militaire à une journée consacrée à l'autonomie stratégique européenne. Enfin, d'abord, c'était prolonger la journée, alors que, bien entendu, nous avons tous un grand week-end qui s'ouvre devant nous. Et ensuite, l'articulation entre la recherche double usage, on va l'appeler comme ça, et puis l'autonomie stratégique européenne ne saute pas spontanément aux yeux. Mais c'était très bien, c'était un sujet qui, du coup, m'a obligé à réfléchir un peu, à essayer de trouver une ou des réponses à la question que je me posais. Et je vais partager avec vous ces réflexions qui sont personnelles, même si, évidemment, je m'inspirerai un petit peu de l'entreprise qui me fait l'honneur de m'employer, c'est-à-dire Airbus. On en a déjà parlé un petit peu. Entreprise beaucoup franco-allemande, mais pas que. Enfin, on va dire une entreprise européenne. Alors, j'ai trouvé 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que la problématique du double usage, et finalement, quand on regarde un peu l'histoire, et je crois que M. Ketselidis va le faire de façon plus autorisée que moi, on s'aperçoit que cette question de la recherche du double usage est au cœur de la façon dont l'Union européenne programme sa recherche, sa R&T, comme on dit, depuis les années 90. La deuxième réponse, c'est que c'est par ce truchement du double usage que l'Union européenne, et donc la Commission européenne, s'est introduite à l'origine dans les questions de défense qui lui étaient plutôt interdites. Et là, c'est aussi intéressant un peu de rappeler comment ça s'était passé. Et puis après, je vous parlerai, et là vous me pardonnerez, un peu plus d'Airbus, et je vous donnerai quelques éléments sur la façon dont à Airbus on intègre cette question du double usage, de la dualité militaire-civile en amont, au stade de la recherche. Et pourquoi ça fait partie, je dirais, de notre vision en tant qu'acteur de l'autonomie stratégique européenne. Alors, la problématique du double usage est au cœur de la programmation de R&T de l'Union européenne. Je crois que c'est quelque chose qu'on a pu noter à partir des années 90. M. Ketselidis rappellera qu'à ce moment-là, il y avait une importante communication de la Commission. Je crois que c'était en 1996, comme on dit à Bruxelles. Et au même moment, ou même peut-être une année avant, parce qu'ils ont toujours un peu d'avance, les Américains, le département de la Défense, publiaient une communication qui s'appelait Defense Strategy for Affordable Leading Edge Technology. Et c'était aussi un plaidoyer pour faire davantage appel au double usage pour alimenter l'innovation technologique à des fins de défense. Donc il y a eu une espèce de percée conceptuelle, ou en tout cas d'alignement conceptuel sur l'idée que les armées pouvaient profiter davantage de technologies développées à des fins civiles. Et tout ça, enfin, je suis sûr qu'il y a quelques historiens parmi vous, mais c'est évidemment lié au basculement
de la chute du rideau de fer et de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Hein. Et donc du fait que, pour des raisons budgétaires, les ministères de la Défense ne pouvaient plus se payer tout ce qu'ils auraient voulu et donc ont été obligés de regarder un petit peu en dehors du champ dans lequel ils avaient l'habitude d'évoluer et de faire appel à des industries qui n'étaient pas forcément celles qu'ils avaient l'habitude de faire travailler. Hein. Donc il y a eu cette pression, je dirais, de nature un peu financière qui a poussé à essayer de regarder un peu ailleurs où est-ce qu'il y avait des technologies qui pouvaient profiter à la défense. Hein. Et on a donc à partir de ce moment-là assisté, pas à une complète inversion, mais à un certain basculement. Pendant très très longtemps, on vivait dans un monde où je crois que tout le monde est d'accord pour dire que les technologies militaires avaient de l'avance et étaient souvent la source d'applications pour des fins commerciales. Donc ça se passait plutôt dans ce sens-là. Et à partir des années 90, sans qu'il y ait là encore une inversion complète, on a vu à l'inverse les militaires utiliser davantage des technologies qui avaient été définies ou développées à des fins commerciales. Donc ça, c'est un moment important, mais qui malgré tout comporte au moins deux risques. Le premier, c'est que dans la ventilation des investissements de recherche, on court le risque que les ministères de la Défense disent « Bon, ben, j'ai pas besoin d'investir là-dedans parce que des entreprises vont s'en charger avec des finalités commerciales et je vais donc attendre tranquillement que les résultats arrivent. » Et on peut à l'inverse avoir un secteur privé qui se dit « Bon, ben, ça, vu que ça va avoir des applications militaires, attendons que les militaires mettent du budget dessus. » Et donc, il y a un risque d'avoir des trous dans la raquette, d'avoir des choses qui, finalement, parce que aucun ne veut investir dedans, ou chacun espère que l'autre le fasse, la piste technologique ne soit pas poussée au rythme où elle le devrait. Et puis, il y a un deuxième risque qui commence à apparaître aussi maintenant de façon assez nette, c'est qu'à attendre que un concept technologique soit développé par le secteur commercial, ça peut aussi prendre du temps. Et donc, ça veut dire que ça va retarder le moment où les militaires vont pouvoir appliquer cette innovation à des fins de défense. Et c'est vrai aujourd'hui, là aussi, il y a toute une réflexion en ce moment aux États-Unis sur le fait qu'on a peut-être trop laissé la bride sur le cou du secteur privé pour l'innovation technologique de défense et qu'il faudrait un peu rapatrier certaines choses pour pas prendre de retard et donc pour pas se mettre en défaut par rapport à un ennemi qui, lui, n'aurait pas pris le détour du privé. Et la raison pour laquelle ce phénomène apparaît aujourd'hui, c'est pas tant la Russie que la Chine. Hein. Donc la Chine, elle a une industrie qui est beaucoup plus intégrée, dans laquelle il est beaucoup plus difficile de faire la part des choses entre le privé et le public. Et donc, ce que les militaires veulent, ça arrive immédiatement dans les casernes. Donc la réflexion sur ces sujets-là, notamment aux États-Unis, pousse à considérer qu'on ne peut plus se mettre en fragilité à trop attendre du secteur privé. Donc voilà, ça c'était mon premier point. Donc le fait que le double usage, ça fait partie intrinsèquement, génétiquement, j'ai envie de dire, depuis les années 90, de la façon dont l'Europe investit dans la recherche et la technologie. Deuxième réponse, c'est rappeler un petit peu l'histoire. Moi, il se trouve que, bon, là encore, je ne vais pas vous raconter mes campagnes, mais en 2004, j'ai été appelé à Bruxelles pour participer à la création de l'Agence européenne de défense et j'en étais le directeur pour la recherche et la technologie. Et on avait un mandat très clair qui était de favoriser et démultiplier, si je puis dire, la coopération entre les États membres sur la recherche et la technologie. Donc de lancer des programmes, d'encourager des projets en coopération, etc.
quelque chose qui vivotait déjà depuis de nombreuses années, mais là, il y avait une espèce de boost politique qui devait se traduire par des actions déterminantes de l'Agence européenne de défense. La réalité, c'est que l'Agence européenne de défense n'avait pas ou quasiment pas de budget propre pour investir dans la recherche de défense, et donc ne pouvait compter en réalité que sur la bonne volonté des États membres pour se rassembler et lancer des projets en coopération. Il le faisait, mais à petite vitesse et sans enthousiasme particulier, même si en parallèle il y avait de grandes proclamations politiques des ministres, naturellement, pour dire que c'était l'avenir et qu'on ne pouvait plus investir dans la recherche de défense sans coopérer. Et donc très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre cette exigence politique et puis la réalité qui était que l'Agence européenne de défense, malgré ses petits bras musclés, n'arrivait pas finalement à faire décoller la recherche en coopération. Et donc ça a permis, je dirais, à la Commission européenne, qui surveillait ça de très près, d'intervenir et d'entrer sur le champ de bataille, si je puis dire, et d'expliquer, vous voyez, vous n'êtes pas cohérents, messieurs les États membres, vous voulez coopérer davantage, mais vous vous en donnez pas les moyens. Et donc moi, j'ai des outils à ma disposition que je peux vous proposer pour coopérer en matière de défense. Alors ça a révulsé tout le monde. Non, on ne veut pas de la Commission dans la bergerie. Moyennant quoi, la Commission, par petits pas, a cranté des étapes, et en particulier donc le premier programme de recherche de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui n'était pas ostensiblement militaire, c'est un programme de recherche dit de sécurité. Mais donc, quand on parle de recherche de sécurité, immédiatement, on est dans le double usage. On est dans des choses qui peuvent servir pour du civil, de la sécurité civile, de la sécurité militaire. Et puis, les technologies, elles se baladent de façon transversale dans ces domaines-là. Hein. Et donc, je dirais, l'approche qu'on n'avait pas réussi à mettre en œuvre au niveau de l'agence, en fait, elle a préparé le terrain aux interventions de la Commission qui ont débouché après sur des programmes beaucoup plus substantiels et beaucoup plus explicitement ciblés sur la recherche militaire. Jean-Pierre Monnier en a cité quelques-uns, hein, donc je n'y reviens pas, mais il y a eu en parallèle aussi toute une réflexion autorisée au niveau de l'Union européenne sur quelles sont les technologies critiques. Quelles sont les technologies sur lesquelles il faut investir ensemble, parce que de ces technologies dépendent nos capacités futures de défense. Hein. Donc on était sur de l'amont, mais en même temps c'était de l'amont sur lequel on acceptait de réfléchir ensemble et de se fixer ensemble des roadmaps, des priorités. Hein. Donc évidemment sont arrivés sur la table des sujets. Je ne sais pas s'il y a dans l'Assemblée des technologues, donc je ne vais pas vous barber avec ça, mais on a parlé de matériaux, on a parlé d'électronique, on a parlé de propulsion. Là-dessus est arrivé le digital, tout domaine qui sont par nature des domaines duals, d'autant plus duals qu'on les prend en amont, et donc à un moment on ne sait pas encore exactement quelles sont les applications. Sur tous ces sujets-là, il y avait un consensus pour faire de l'investissement au niveau européen, et donc par nature de la recherche en coopération. Et le fait que le digital au sens large y inclut l'électronique, mais aussi l'intelligence artificielle, enfin tout cet écosystème digital prend de plus en plus d'importance, y compris dans la performance des capacités militaires. Et donc ça veut dire aussi que ce champ par nature un peu dual du digital occupe une place plus importante dans ce qui est dual, et donc dans ce qui pourrait faire l'objet de programmes à finalité double usage. Hein. Voilà. Et je termine avec ma troisième réponse. Pourquoi les synergies entre recherche civile et recherche militaire sont stratégiques et contribuent à l'autonomie stratégique européenne. Et là, je vais vous parler 1 minute d'Airbus, peut-être 4. Premièrement, je ne suis pas là pour faire la publicité pour Airbus, elle n'en a pas besoin, mais Airbus est un grand groupe qui fait de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Son activité pour laquelle il est le plus connu et qui est la plus importante, c'est l'aviation commerciale. Mais à côté de ça, on a des programmes dans l'espace, civil et militaire, on a des programmes dans les hélicoptères et on a des programmes clairement dans la défense, qu'il s'agisse d'avions militaires, de logistique, de transport, de ravitaillement en vol, etc., mais aussi de combat. Voilà. Et tout ce spectre d'activités très large, il repose sur d'abord la vision que cet ensemble est cohérent.
Ensuite, qu'il représente à lui seul un outil d'autonomie stratégique, et donc il compte pour les États et pour l'Europe. Enfin, c'est important pour l'Europe d'avoir une entreprise comme ça qui couvre cet écosystème aérospatial. C'est aussi le constat qu'on a la même chose aux États-Unis et aujourd'hui en Chine, les grosses entreprises à la fois civiles et militaires, mais qui forment une espèce d'enjeu stratégique pour les pays dont ils relèvent. Et donc c'est important d'avoir cet outil européen que représente Airbus, et à la fois civil et militaire. Et pour développer nos activités, nos programmes, qu'ils soient civils ou militaires, on a évidemment une stratégie de synergie, et notamment dans le domaine technologique. Donc on a des feuilles de route sur des lignes de technologie qui vont profiter à plusieurs de nos activités. Je peux vous citer les fameuses commandes de vol. Bon, ben nous, on est très en avance en matière de commandes de vol parce qu'on a développé un avion commercial avec des commandes de vol électriques avant Boeing. On pourrait parler également du pilotage automatique, de la capacité de voler sans pilote. Donc ça, c'est des drones dans le domaine militaire, mais dans l'aviation civile, ça veut dire aussi réduire le nombre de pilotes, le cas échéant, ou en tout cas assurer une plus grande sécurité pour les avions. Donc voilà un deuxième domaine. On pourrait parler de connectivité. Je ne rentre pas dans les détails. On pourrait parler d'électrification. Aujourd'hui, il y a évidemment un gros effort pour électrifier davantage la propulsion de nos plateformes. On n'en est pas encore à l'avion électrique commercial, mais on travaille beaucoup dessus. Ça fait partie du plan de l'avion vert, enfin de la décarbonation de l'aviation. Bon, on utilise la propulsion électrique pour nos satellites aussi, ce qui évite d'embarquer du carburant, et donc ça permet d'avoir plus de poids pour nos satellites, pour des choses plus utiles. Voilà, l'aérodynamique, les matériaux, enfin voilà. Donc il y a tout un spectre de technologies qui sont communes à l'ensemble du spectre de nos activités, et sur lesquelles donc on a des investissements qui sont double usage et synergiques. Et tout ça a fini par déboucher sur des plateformes dont certaines sont aussi double usage. On a un avion ravitailleur qui est un best-seller, le MRTT. Et le MRTT, ce ravitailleur qui est fabriqué en Espagne, en fait, c'est une adaptation, une transformation d'une cellule d'Airbus civil A330. Donc l'A330, il est produit sur une chaîne à Toulouse et il part à Madrid. Et à Madrid, il est peint en vert et on lui accroche plein d'équipements pour en faire un avion ravitailleur. De la même façon, on vient de développer un nouveau modèle d'hélicoptère, le H160. Dès le départ, il a été conçu pour avoir une version militaire et une version civile. Énormes économies sur le développement de la cellule, puisque c'est la même cellule pour les deux usages. Et puis après, j'entre dans le domaine de l'espace, où là, on a bien sûr des satellites spécifiquement militaires, très performants, et des satellites qui sont plus commerciaux pour faire des télécommunications, pour faire de l'imagerie spatiale. Le problème, c'est que les performances de ces satellites d'observation de télécommunications civiles sont de meilleur en meilleur. Google Maps, par exemple, pour l'observation. Enfin, on arrive à des niveaux de précision sur le marché civil qui commencent à s'approcher du niveau militaire. Et donc, ça fait du sens d'imaginer d'avoir progressivement des satellites double usage, ou en tout cas des satellites qui sont capables de rendre deux services, même si le service qui sera pour les militaires sera plus sécurisé, plus protégé, etc. Et ce dernier point, l'espace, moi, c'est peut-être là-dessus que je vais conclure, parce que il fait actuellement l'objet de grands débats au niveau de l'Union européenne, et qui sont intéressants parce qu'ils sont révélateurs de votre journée, enfin en tout cas du débat de cette table ronde. C'est que l'espace au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, c'est essentiellement des programmes civils qui sont très connus, Galileo, Copernicus. Mais il y a maintenant une demande, et bon, c'est vrai que la guerre en Ukraine vient à l'appui de ce raisonnement, pour que ces outils soient aussi utilisés à des fins de sécurité, pour que le GPS de Galileo, la navigation de Galileo, puisse aussi servir avec un niveau de performance et de protection utilisable par les militaires, pour que les images des satellites Copernicus, qui servent aujourd'hui essentiellement à des fins environnementales, soient aussi utilisées pour faire du renseignement spatial avec de l'imagerie spatiale. Ce débat n'est pas évident, ça suppose des investissements supplémentaires pour améliorer les performances, pour ajouter la sécurité, mais c'est quelque chose qui est en train d'avancer doucement et de rentrer dans les esprits. Donc ça va être aussi un cas d'école intéressant à suivre dans les années qui viennent. Voilà, je crois que j'ai abusé de mon temps de parole, donc je vous le rends, monsieur. Tout à fait raisonnable. Merci. Donc,
Bonjour, je suis conscient que je suis le dernier intervenant ce soir, donc je ferai vite. Et avant mon diaporama, je voudrais faire 3 points. Premier point, me présenter. Je travaille pour le secrétariat général de la Commission. Ça veut dire que c'est le service de la présidente. Et nous sommes responsables pour la coordination du travail des différents services de la Commission, mais parfois, nous sommes responsables pour certaines politiques qui sont transversales, comme celle dont je veux parler. Deuxième point, ce n'est pas la mienne, il n'est pas une présentation officielle de la Commission. Donc, évidemment, je peux parler de la Commission après 28 ans de service, mais ici, ce que j'ai fait, j'ai préparé un diaporama adapté pour le colloque d'aujourd'hui, qui me permet d'expliquer l'évolution des concepts dont on a déjà parlé, l'autonomie stratégique, la souveraineté technologique et les synergies. Troisième point, mon discours sera en anglais, parce que la terminologie des technologies et des récentes initiatives politiques européennes ne me permet pas, même en ma langue maternelle, de faire ce discours. Donc, je switch in English. So allow me first to put this synergies in context. The world has entered a phase of intense competition to shape what comes next. We heard all about it this morning. Technology and innovation are at the center of it all. Europe must remain a leader for technologies, for different reasons, overcome disease and make sure we don't have COVID again, have sustainable food supplies for us and for the world, ensure an energy future that is sustainable, make sure that we have secure supply chains for our industry, and have jobs for us. Now, for Europe to make this happen, it is important for Europe to be able to innovate. And it's critical to maintain its technology. Innovation is important for Europe to maintain the technology edge, even its geopolitical edge. Synergies are seen increasingly as a way to do that, as a way to bring innovation. So with that, I want to leave 6 messages with you with my presentation. First of all, several concepts have been proposed to reflect the need for a more assertive Europe. Strategic autonomy is one of them. We'll quickly visit some others. They're all about the same thing, the need for Europe to become more assertive geopolitically. In Europe, in the European Union, the narrow defense focus of strategic autonomy that was originally there has been broadened. And now it covers the need to reduce dependencies, not only in defense, but on things we need the most. This includes critical materials, but also food, infrastructure, security, and all of this has industrial, technological, and commercial dimensions. So you see, it broadened. So another term has been proposed by the Commission, actually by the President von der Leyen, when she took office in 2019, technological sovereignty. Now, compared to strategic autonomy, this term has the advantage of an easier consensus in the EU. It's within a framework that is managed by the Commission, which is not the case for defense. Over the last years, and to address the challenges from the rapid pace of technology, you all know about the quantum, about artificial intelligence, this, that, these things run so fast. The Commission, the EU, has to bring in new regulations in order to regulate all these developments. And also new funding instruments were developed and produced only 2 years ago. They were primarily for the civil domain, but increasingly, and you will see how it works, it can be used for the defense also. Now, civil defense synergies is seen as a way for Europe to maintain its innovation edge. And 2 years now, the Commission is rolling out a plan to unleash the potential of the synergies. And I will explain this in the rest of my presentation. These are the concepts that have been introduced over the past years. Some of them originate from member states, like strategic autonomy. It's something that was originally discussed in France, and then eventually, as you heard before, from 2013, it went to the European level. Also, however, this is not the only one. Others, like technological sovereignty or open strategic autonomy or digital sovereignty,
they were introduced by the EU at different communications over the past years. And some others, like strategic sovereignty or European sovereignty, have been introduced by think tanks. So these concepts are not straightforward, and sometimes they are interlinked. So in the rest of my presentation, what I will focus on is technological sovereignty and the synergies. This is from a European Commission's communication, so this is the most authoritative position of the European Commission on what strategic autonomy is. This is from the Strategic Foresight Report. It's a communication of September 21. You see here that next to strategic autonomy, you see the word open. So what is open strategic autonomy? It's an evolution of the original concept, and now encompasses discussion about technological sovereignty in domains such as digitalization, space, energy, new and emerging technologies. Now, according to this communication, strategic autonomy is about stimulating prosperity, stability, and competitiveness through well-managed interdependence. So you see, it's about well-managed interdependence. So strategic autonomy is now the EU's ability to manage rather than cut existing dependencies. And in fields such as trade, the single market, and critical supplies, it becomes very, very broad. Also, you see that in many of these fields, these 10 dimensions from the communication, technology is at the center. Health and food systems, energy, data management, artificial intelligence and cutting-edge technologies, supply of critical materials, skills and talents, defense and space. So technology cuts across what strategic autonomy is about. If we look at how, at the top of the political level, this is all seen, when the president first took place, he said, it is not too late for Europe to achieve technological sovereignty in some critical technology areas. So actually, this is a top-down development. And this is part of her political statements when she took office. Then, 5 months later, in the mission letters she sent to Commissioner Breton and to Vice President Vestager, she asked them to ensure cross-fertilization between civil, defense, and space synergies. So she made the commitment and then delegated the implementation to two of her team, Vice President Vestager and Commissioner Breton. In 21, when the Commission presented the action plan on synergies, we'll talk about it later on, she presented it as the third pillar of European defense next to PESCO and EDF, European Defense Fund and Permanent Structural Cooperation. And then early this year, when we presented the defense package, she again mentioned all the different developments together, the cyber, hybrid, space, joint procurement. But again, at the end, you see it's the spillovers from civilian use for defense investment. So synergies is also there. It is close to her heart. Now, if we just look at the development of strategic autonomy, it was mentioned before that it was first presented in 2013 at the EU level by the European Council conclusions, then the global strategy, Council conclusions, the Parliament. You see it there. With the yellow, what I have in the legend, there are references to strategic autonomy in each one of these documents. But then in the industrial strategy of March 20, something changes, because it's the first time that for the strategic autonomy, the Commission says that this is about reducing dependence on what we need most, critical materials, food, infrastructure, security, so it goes broader than defense. And then what follows after makes reference actually either to the open strategic autonomy or to technological sovereignty, the action plan on synergy between civil defense and space industries, the new industrial strategy, the roadmap on critical technologies. Even in the strategic compass that was mentioned several times before, if you count, there is one reference to strategic autonomy, twice you'll find technological sovereignty, and 4 times synergies the way we explained here. So it's an evolution that allows to go faster and further. Now, in parallel with that, the Commission established a very rich toolbox on digital arena, the Digital Services Act, Digital Markets Act, the European Chips Act,
I can go on, but you can read it here. So this is about regulating this development of technologies to tame the beast, if you wish, in order to be more useful for Europe. In parallel, we had the funding, the new funding that's available from 2001. There you see all the different instruments. European Defence Fund is only one of them. Space Program is another. But there are many others, the European Innovation Council, the regional funds, the Connecting Europe Facility, Horizon Europe, that actually give opportunities for relevant research. And also important, there are resources at the national programs, intergovernmental programs like PESCO, and also, interestingly, in the European Investment Bank. So synergies is not only about dual use, it is about that, but it's also about bringing all this together to come up with something concrete fast in the face of competition. So we presented the action plan on synergies. It had three main objectives. First, to use these instruments, these funds in synergy, so and produce better results. Second, to have spin-offs from defense to civil. And third, having spin-ins from civil to defense. Some examples. Complementarity of EU instruments means joint funding from different EU instruments, or sequential, one pays for one, and then one pays for the other, then one pays for the other, so you avoid the death valley of developments. Spin-offs, some classical examples, duct tape, microwave oven, GPS, the internet, virtual reality. Only the three-point belt is European. Everything else comes from the States. And also a number of recent technologies of the commercial world that could actually very easily come in and give results in the, for defense, useful for defense. You see them there. And this is my last slide. I will give you a presentation of the evolution since from 96 to 2023. In 96, it was the first time that the Commission presented the communication on synergies. This was the Santer Commission. The member states were not ready for that. Although it had many good ideas, nothing came out of it. Then the Santer Commission fell, and practically there was nothing until President Juncker came in 2014, and he presented, it was mentioned before, his vision for a European Defence Union. Following that, the precursor programs of the European Defence Fund started from 17 to 19. And then this commission came in. And please see from now on how much things, the activities proliferate. So in 20, we had the new industrial strategy. And then together with that, we had a number of the European of funds, money bags to support, to give financing to developments. We had the action plan on synergies between civil defense and space industries in 21. This was accepted very well by member states, very different to 25 years ago. Actually, it is very interesting to see that in 21, the Commission presented the action plan, and 1 year later, in the strategic compass, member states said, we will make sure that the action plan on synergies will be ambitious. So it took ownership of a Commission's initiative in 1 year. That happens very rarely. So this shows that these technologies development can allow easier consensus, what I said before. Then in 22, on request of the leaders of the EU summit, the Commission was asked to present a roadmap on critical technologies, what we did. This is where we are now. The Commission presented the proposal for secure space-based connectivity. This is basically a proposal for a satellite communication space system. We have Galileo, we have Copernicus, now we'll have another one. So this is in negotiations between the Council and the Parliament now. We produced a framework, we presented a proposal for a framework for space traffic management. This is the debris, so many satellites flying, and Elon Musk makes sure that we'll have more. So let's make sure that we secure our satellites. We presented a defense innovation scheme. This is 2 billion euros worth to support innovation, usually coming from SMEs and research organizations, but not only. We set up an observatory of critical technologies that will identify, will monitor critical technologies, and then will develop roadmaps that will allow to develop strategic projects in where we need them most. And this is what follows. In the next months, the Commission, even starting from November, the Commission will present a cyber defense policy
The first projects funded by the European Defence Fund that are spin-ins, so commercial technologies that we use for innovative use in defense. We will prepare a drone strategy, which will be presented in the end of November. Drone is one of the, together with cyber and space, are two obvious candidates for dual use. Then we will, next year, we will start working on a framework for dual use research and innovation, because we found out that in the Commission, in the EU, some programs allow dual use and some do not. And interestingly, the European Defence Fund and Horizon do not allow dual use. It's the result of the negotiations with the Council, between the Council and the Parliament, but we need to have a consistent approach. And then we will present a space strategy for security and defense, make sure that our systems are resilient. Then we will present next year the technology roadmaps that will be the result of the Observatory of Critical Technologies. Remember, we identify the critical technologies, then we develop roadmaps, which, if agreed, may lead to building real projects. And finally, we'll work on coordinated calls between EU grants and EIB loans for strategic projects. Now, everything you see here has been announced in a Commission communication. Everything is public. So the idea there is that the Commission can support with funds research and development, and then the industry, where it is usually more difficult, may get loans from EIB in order to come up to the production, where the Commission cannot help. And then maybe the Commission, the EU, can think of procurement. We come up to the procurement before, for assets that regulation allows it to undertake. So you see, looking back, how things evolved and how things increased. And I would like to finish here with the conclusion, my conclusion, that synergy between civil and defense actually proved the fertile ground for innovation in the EU so far. Thank you. Merci, messieurs, pour le respect scrupuleux du timing. S'il y a des questions dans l'audience, en commençant par les doctorants, je vous en prie. Merci pour votre intervention. Donc, une question que nous avions déterminée hier avec les autres doctorants. Donc, nous sommes tous et toutes doctorants en sciences humaines. Donc, c'est une question un petit peu orientée dans ce sens-là, puisque vous avez parlé principalement en fait de synergie civile-militaire concernant le domaine des technologies. Mais ma question du coup porte sur qu'en est-il du côté du domaine des sciences sociales. Les sciences sociales n'ont-elles pas quelque chose aussi à apporter? Et du coup, comment vous proposez, comment on pourrait élargir cette coopération ou ces synergies civilo-militaires? Merci, Com. C'est exactement la question que je voulais poser. On peut peut-être prendre une deuxième question, comme ça on répondra par grappe. Merci. Du coup, j'aimerais poser la question, vous voulez que je la pose en français ou en anglais pour que vous puissiez comprendre? Okay, so do you think that global gateway strategy can be an appealing alternative to developing countries other than Belt and Road Initiative by China, maybe acting in concert with Building Back Better initiative? Thank you. Ah, ok. Est-ce que vous pensez que du coup la stratégie Global Gateway peut être une alternative intéressante pour les pays en développement autre que la route de la soie, donc l'initiative de la route de la soie chinoise, peut-être pour agir de façon de concert en fait avec notamment le projet, l'initiative Build Back Better. Merci. Commencez par répondre, M. Katseledis, je vous en prie. For the opportunities, for your question, for human sciences,
I am conscious that there are many European programs, and sometimes it is difficult to identify where the opportunity is. But just by Googling here, under Horizon Europe, there is a specific program. Horizon Europe is one of the programs that funds them 100 billion euros for research, not defense research, research. There are calls, actually now, 2022, the future of liberal democracy in Europe, economic models and modern democracies, feminism for a new age of democracy, artificial intelligence, big data, and democracy. So it is all there. I mean, there's a big list. I just mentioned 4. So I think this an opportunity for universities like this is to help make the bridge between the different opportunities that are at the European level and people like you who want to bring this forward. There are different ways you can do that. You can participate individually, like in a Marie Curie support for your research, or you can, if we talk about the European Defence Fund, your university can participate in a consortium, in an industrial consortium, maybe coming in a very early phases where the project needs to make sure that it adapts to the international treaties that the EU has to, that is relevant to the EU programs, the technology that will later be developed. So, are different ways. One way for you, another way is to contact the specific, the information points that we have in each country that are there to help you make the bridge. My main message is that calls like the one you asked for are there. Then for the Global Gateway is an ambitious plan of the Commission. To be honest, what we are discussing here is not directly relevant to the Global Gateway. Of course, technologies are relevant there, but this is what we develop here. Are the technologies that are for Europe, how to help defense industry in Europe develop these technologies in partnership with others, and these others are usually, talking about technologies, are the developed countries. So for partnerships here will mostly be the US, maybe the UK, India. And to do that, we develop specific collaboration agreements in the bilateral cooperation agreements the EU develops with the ones I mentioned. We have specific annexes on technologies. I cannot go further be more detailed on the question of Global Tech Gateway specific. It's a bit out of the context that I presented. Moi, je rajoute juste un mot sur la première question. J'ai essayé de rassembler tout ce qui pouvait, de près ou de loin, avoir un rapport avec votre préoccupation par rapport aux sciences humaines. J'ai un peu de mal à trouver. Il y a quand même sur ces technologies du futur et ces développements de grands programmes capacitaires militaires, il y a quand même le facteur humain. Alors, je vous le dis au sens large, mais ça se traduit par des développements et des recherches sur des concepts comme man teaming, donc la façon de faire coopérer, alors, dans mon domaine l'aéronautique, le pilote, et puis le drone. Donc faire comment créer et optimiser l'interaction entre l'humain et la machine. Donc ça, c'est un domaine de recherche. Il y a un autre concept aussi qui fait florès, c'est the man in the loop. C'est l'idée qu'il faut que, quand on a des effets létaux, il faut qu'il y ait une décision humaine, que ce ne soit pas la machine qui décide toute seule de déclencher le feu. Et puis derrière, en sous-jacent, vous avez un débat qui monte beaucoup aussi sur l'éthique. L'éthique des outils de défense. Donc il y a des comités de réflexion là-dessus qui sont plus ou moins avancés. Mais il y a d'autres pays européens où ces questions sont prises très au sérieux, avec l'intervention d'un tas de gens qui appartiennent pas du tout au milieu de la défense, enfin y compris des sphères religieuses et des sphères philosophiques et probablement des sciences humaines également. Voilà,
convaincu que je ne réponds pas bien à votre question, mais j'ai essayé de trouver ce que je pouvais dans mon tiroir. On peut prendre une ou deux questions avant de laisser la parole à Stéphane Rodriguez pour la conclusion de cette journée. Madame, je vous en prie. Merci. Donc, je me suis présentée ce matin. Je suis doctorante à Paris 1 et je travaille sur le droit de la délimitation des frontières maritimes. Il faut vous approcher du micro, sinon l'enregistrement vous entend pas. Pardon. Mettez-vous bien prêt. Ok, parfait. Donc, je vais aller vers la recherche juridique, plutôt le volet juridique. Donc, la recherche civile juridique au sein de l'Union européenne, est-ce qu'elle pourrait-elle jouer un rôle de contrôle en matière d'éthique quant au complexe militaro-industriel? Donc, je pense à la conférence de Yalta, je pense au président Roosevelt. Et donc, on sait très bien que les lobbies militaro-industriels aux États-Unis, ils ont influencé la politique étrangère qui elle-même, elle s'est avérée néfaste contre les démocraties occidentales. N'ayons pas peur donc que ça se produise en Europe, peut-être post-Ukraine. Et je pense que l'Union européenne, elle a toute sa chance là-dedans. Et est-ce que vous pensez réellement, vous pensez à cette, comment dirais-je, à cette coopération étroite? Merci. What I can say on ethics, ethics is a priority for the Commission, in particular for what concerns the artificial intelligence. It is more focused at what you described, but artificial intelligence is conceived as one of those technologies that can be very useful, but on the other side also intrusive, able to monitor the everyday life. So the Commission has proposed some rules, ethical rules, for the good use of artificial intelligence. That much I can say. This approach will be applied also to other technologies as they develop and they become mature. For the specific case that you mentioned, I'm not aware, to be honest, so the Roosevelt paradigm. But I will be happy, if you wish, to bring you in contact with those people in my organization that work on these issues. Alors, je vous remercie de votre question. Je me suis senti un peu interpellé parce que je fais partie du complexe militaro-industriel. Donc, que vous dire il y a effectivement un lobby, on va l'appeler comme ça quand même, qui essaie d'aller dans le sens que vous indiquez et donc de freiner un peu le lobby militaro-industriel. Et il s'exprime de façon assez vocale, notamment à Bruxelles. Et il a fait quelques percées conceptuelles puisqu'il y a eu des débats, c'est ce qu'on appelle l'ESG, dans lesquels les industries d'armement étaient un peu stigmatisées, ou en tout cas étaient un peu ciblées comme non environnementales ou non sociétales. Ou, enfin, on a essayé de passer le secteur de l'armement au peigne fin des critères ESG, en le traitant par moments de façon peut-être un peu excessive, comme on traite les jeux de casino ou la pornographie. Enfin, donc il y a eu toute une campagne qui a commencé à vouloir mettre en cause, ou en tout cas mieux encadrer la façon dont ce secteur essaie de se développer, avec aussi des considérations de nature business, enfin économique, quoi. Nous, là encore, notre point et notre argumentaire, c'est de nous faire reconnaître comme un acteur utile de la société, comme des pourvoyeurs de sécurité et donc de stabilité. Et donc, on a un slogan qui consiste à dire que s'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, c'est même pas la peine de parler d'environnement. Vous voyez. Donc, oui, nous, on a essayé de retourner un petit peu tout ça. Bon, le débat est toujours ouvert. C'est vrai aussi que la guerre en Ukraine est venue un peu à notre rescousse, puisque aujourd'hui, l'utilité sociale de l'industrie de défense, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ne peut que difficilement être remis en cause, quoi. Voilà.
Je suis le lieutenant Ulysse. Je m'adresse surtout à Monsieur de Cordoue. Comment une entreprise comme Airbus est-elle capable de partager tant de secrets industriels, de fabrication, de savoir-faire avec tant de pays européens, chose que par exemple Dassault Aviation n'est pas capable de faire aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas peur aujourd'hui d'une certaine fuite du savoir-faire avec l'extension de ce groupe un peu partout? C'est une excellente question qui est d'une certaine façon d'actualité. Que vous dire? D'abord, nous, on est pas moins que l'autre entreprise que vous avez citée, jaloux de notre propriété actuelle et de nos secrets de fabrication. Hein. Donc, on cherche pas tant vis-à-vis de l'autre entreprise que vous avez citée, mais vis-à-vis de nos concurrents américains et chinois, à protéger nos savoir-faire, à protéger nos innovations, à protéger nos brevets. Hein. Donc, intrinsèquement, l'entreprise est organisée pour protéger la maîtrise de ses savoir-faire. Hein. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse à votre question. J'ai compris, puisque l'autre entreprise que vous avez citée dans le secteur de la défense, que évidemment, c'est plutôt dans le domaine de la défense qu'on pourrait s'interroger. Là, après, ça renvoie à la discussion que vous avez eue tout au long de la journée. C'est la question de savoir où est-ce qu'on met le cercle de la protection du secret de défense. Est-ce qu'on considère que définitivement toute la défense est un sujet de souveraineté nationale et donc dans ce sens, ça coupe court à toute velléité de coopération et de partage? C'est pas forcément la tendance de ce que j'ai entendu, en tout cas pendant les tables rondes auxquelles j'ai pu assister. À l'inverse, si on accepte que pour assurer notre sécurité en Europe, il faut coopérer, il faut partager avec des partenaires européens, et à ce moment-là, il faut accepter aussi de partager certains sujets et donc de considérer qu'il y a une dépendance mutuelle qui va jusqu'au partage de compétences et même à une certaine répartition des compétences. Hein, le cas a été cité. Donc voilà, là encore, certains considèrent que la défense est un sujet qui doit rester national, souverain et purement hexagonal. Et il y en a d'autres qui, se rendant un peu à des arguments qui ont été exposés tout au long de la journée, adhèrent à l'idée de défense européenne et à l'idée donc qu'il faut coopérer et que donc il faut trouver les voies de partage. Merci à tous, merci à toutes. Stéphane, je te laisse la place pour la conclusion. Alors, remerciements et conclusions. Je vais commencer plutôt par les remerciements. On a parlé des multiples visages de l'autonomie stratégique. J'ai envie de parler des multiples défis des entretiens de la défense européenne. C'est certes la 4e édition, mais c'est à chaque fois un défi à relever. Un défi à relever de partenariat, parce qu'il faut faire travailler des laboratoires entre eux, un laboratoire juridique avec un laboratoire pluridisciplinaire, Sorbonne War Studies, quand des géographes, des historiens, des politistes veulent parler avec des juristes, par exemple. C'est assez inédit et c'est un des résultats, un des défis relevés par les entretiens. Travailler avec d'autres partenaires comme des think tanks, le fait de pouvoir travailler avec un think tank comme IRIS, pour nous, c'est très précieux parce que l'université n'a pas cette habitude. Enfin, pas encore, vraiment développé. Travailler avec des cabinets d'avocats comme celui de Frédéric Moreau, on a peut-être un peu plus l'habitude quand on est en droit, d'autant plus que Frédéric est un ancien de la maison, mais c'est aussi un défi à relever. Travailler avec un partenaire de presse comme B2, c'est aussi un défi pour l'université. Et, dernier point, travailler ou faire intervenir des militaires dans une enceinte comme celle de l'université et a fortiori peut-être de Paris 1, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, c'était impensable. Voilà, donc en ce sens, c'est déjà des défis relevés. Et cette année, on en a relevé un supplémentaire, histoire de corser un peu le tout, c'est qu'on a pu travailler, et je remercie encore la directrice de l'école doctorale, Madame Azderaki, on a pu travailler avec l'école doctorale du Collège européen de sécurité et de défense. Et ça, j'espère qu'on va pouvoir renouveler ce partenariat. Alors j'en viens aux conclusions au fond. Moi, j'ai retenu au moins 2 messages qui avaient l'air d'être communs, transversaux, avec une certaine synergie, pour reprendre le thème du dernier panel, de ces entretiens.
Premier message commun, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que depuis le 24 février et la guerre en Ukraine, il y a, pour utiliser une expression pas très française, un game changer. Il est évident qu'il y a un avant et après. On n'a plus le dernier slide de notre collègue de la Commission, mais quand vous voyez le nombre de petits points, à partir de la moitié de 2022, vous avez presque autant, voire plus de petits points d'événements qu'en 20 ans depuis la première communication de 1996 sur le sujet. Donc il est évident qu'il y a un vrai, effectivement, avant et après. Mais on peut se poser la question, pour faire quoi après, justement? J'ai l'impression qu'on a eu déjà ce genre de débat avec la crise financière de 2008. Plus jamais ça. Et puis on se pose aujourd'hui la question encore de certains crash tests pour des banques, alors qu'on avait dit que tout était résolu. Crise sanitaire, on avait dit plus jamais ça. Vous verrez, il y aura un autre monde, il y aura un monde nouveau après. Bon, on le cherche encore. Est-ce que ça serait la même chose avec la crise ukrainienne? Et ça a été évoqué plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de plus d'intégration d'une Europe, et même le mot a été utilisé plusieurs fois, d'une Europe un peu plus fédérale? À titre personnel, évidemment, j'y suis favorable. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être le bon moment pour relancer cette question. Évidemment, pas avec le même focus qu'on pourrait avoir dans le débat fédération, pas de fédération, quelque chose de progressif, à un rythme évidemment à discuter, mais il me semble que c'est le bon moment. Et alors j'en terminerai pour faire la boucle avec ce que disait le général Yakovlev en introduction, lorsqu'il a parlé de l'Union européenne comme, sauf erreur de ma part, une vache plutôt grasse entourée de loups. C'est peut-être l'occasion de faire un peu d'histoire. Alors on ne va pas remonter à la Communauté européenne de défense, par exemple, dont on n'a pas du tout parlé d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais on va remonter encore plus loin, à l'époque où l'Europe est arrivée sur un taureau ailé. Et bien moi, ça me paraît beaucoup plus engageant qu'une vache grasse. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour la 5e édition, ça sera certainement à Bruxelles.